Et bonjour les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous prends pour faire le point lecture du mois de mars. Ce sera un tout petit point lecture parce que finalement j'ai pas eu beaucoup le temps de lire une fois de plus. Et voilà, on en est à ça. Donc une toute petite pile de lecture en sachant que lui, normalement il est même pas là, c'est celui que j'avais oublié de vous parler au mois de janvier. Donc il vient s'incruster. Donc il y avait donc deux versions papier et une e-book, si je ne me trompe pas. Et on va commencer tout de suite en vous parlant de Franck Tillier avec Rêver, publié aux éditions Pocket. Alors celui-ci, je l'avais lu en janvier et j'ai complètement, mais alors complètement oublié d'en parler dans mon point lecture. Donc si jamais vous n'avez pas vu le point lecture déjà, je vous le mets dans le PTI si ça vous intéresse. Et je l'incrustais dans celui-ci parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu beaucoup lire. Donc je me suis dit que ce serait dommage de le laisser de côté alors que je l'avais lu, alors que ça peut peut-être intéresser quelques personnes. Alors comme d'habitude, bon, Franck Tillier, j'en parle peut-être tout le temps, mais c'est vraiment un de mes auteurs favoris, notamment en francophone. Et franchement, pour le moment, n'importe quel livre que j'ai pu lire de lui, j'ai adoré. Que ce soit en suivant les enquêteurs principaux, Charcot et Hennebel, ou là, des one-shots qui sont complètement à part, et tout aussi bien. Franchement, je sais vraiment pas comment il arrive à faire ça, mais il arrive à me captiver dès les premières pages. Il a une plume sensationnelle. Donc je vais vous lire le résumé parce que donc ça fait depuis janvier que je l'ai lu, donc je me rappelle plus beaucoup. Enfin, je me rappelle à peu près de quoi ça parle, mais pas de là à vous faire un résumé de tête, donc c'est parti. Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigail souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne. L'affaire de disparition d'enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar réveillé. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur, elle-même. Donc comme je vous disais il y a quelques secondes, on ne suit plus du tout le duo Charcot et Nebel. C'est vraiment un livre complètement à part. Et ça m'a pas dérangé du tout, parce que il a vraiment son histoire propre avec ses personnages bien construits. Et j'ai adoré. J'aime tellement ce que fait Franck Tillier que je crois que pour le moment, il n'y a pas un seul livre que je peux vous présenter de lui en disant bon, c'était pas ça quoi. Non, c'est Franck Tillier. Rien que le nom sur la couverture suffit à dire ça va être un bon livre. D'ailleurs, sa prochaine publication sort en mai, si je ne me trompe pas, 1991, qui sera sur la première enquête de Charcot. J'ai très hâte. Le mois de mai, il y a d'excellentes sorties. Je pense que ça va être une catastrophe pour mon budget, mais il y a du Franck Tillier, donc je vais être obligée de craquer. Alors comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes dans le résumé, on va suivre Abigail, qui est une ancienne psy qui travaille donc pour la police et qui est atteinte de narcolepsie. Alors la narcolepsie, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle aussi la maladie un peu du sommeil. Ça paralyse la personne et elle va tomber elle va tomber de sommeil en quelques secondes, ce qui fait que ça peut être quand même assez dangereux parce qu'on peut tomber à n'importe quel moment, que ce soit en conduisant, en marchant ou sur une chaise. Donc c'est assez compliqué pour une flic et une psy de devoir gérer ça, plus ses enquêtes et sa vie, quoi. Mais c'est ce qui est intéressant parce qu'en général, c'est pas le genre de personnage qu'on va mettre en avant, surtout une héroïne qui va être flic, ou même si c'est quand même une maladie qui est assez lourde, elle a un gros traitement derrière. Et en général, on se dit que bon, dans la vraie vie, ils ne vont pas engager une narcoleptique pour faire des enquêtes policières, ce serait beaucoup trop dangereux. Et Franck Tilly, dans ce livre, il arrive justement à concilier le fait que c'est assez peu plausible, mais finalement la réflexion qu'elle a derrière, elle a les capacités, vu qu'elle est quand même psychologue, donc elle a quand même réussi à faire de grosses études malgré sa maladie, et il arrive à nous faire rentrer dans sa maladie de tous les jours, mais comment elle arrive à le surmonter justement, et qui lui montre que grâce à certains médicaments, grâce à un peu de volonté, et grâce aussi aux habitudes qu'elle a de sentir les crises arriver et tout, et elle arrive, on va dire, à peu près à mener une vie à peu près normale, tout en réussissant à concilier et maladie et vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui est quand même très bien apporté, je trouve, dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé aussi
cette ambiance constante un petit peu glauque et oppressante qu'il y a, notamment parce que ça joue beaucoup donc sur le fait qu'elle est narcoleptique et qu'elle n'arrive pas trop à dissocier le rêve de la réalité. Et il arrive à perdre le lecteur à certains moments en se disant bon bah là elle doit rêver, c'est pas possible que ça se passe dans la vraie vie. Mais quelques pages après, on se demande si finalement ce serait pas la réalité, même un petit peu déformée, si franchement elle n'était pas dans un rêve éveillé justement. Et il arrive à nous perturber et à nous embrouiller comme ça pour nous faire perdre conscience, tant le personnage que le lecteur, de qu'est-ce qui est réel du rêve en fait. Et c'est magistral. Il arrive vraiment à nous captiver et d'ailleurs heureusement qu'il arrive à nous captiver parce qu'il est quand même très vicieux. Vicieux parce que il faut être extrêmement attentif dans ce livre sur tous les détails. Même le plus petit détail pourrait avoir son importance à la fin. Et c'est vraiment justement à la fin, dans l'épilogue, que Franck Thillier révèle tout son sadisme, on va dire. C'est-à-dire que l'épilogue n'est pas la vraie fin, en gros. Il manque un chapitre. Et ce chapitre, Franck Thillier nous dit, bon, eh bien, si vous avez réussi à lire tout le livre et que vous avez été bien attentif, vous allez vous rappeler de ce détail qui va vous ouvrir, qui va vous servir de code. Et ce code, en fait, va vous permettre d'ouvrir un site internet où à l'intérieur, eh bien, ça va vous débloquer le dernier chapitre ainsi qu'une chronologie différente pour pouvoir voir le livre sous un nouvel angle, en fait. Pur génie et pur sadisme à la fois, parce qu'on se dit oh, je viens de le lire et ce code, est-ce que je l'ai vu quelque part? Si oui, où? Et il nous oblige à chercher. Je me suis dit putain, ce code, je l'ai déjà vu quelque part. J'ai refrit les pages, je l'ai retrouvé, je suis allée sur le site. Donc je vous mettrai tout ça d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce site. Je vous dévoilerai pas le code parce que bon, c'est quand même un petit peu dommage que les personnes qui n'ont pas lu le livre commencent par l'épilogue, c'est pas très très logique. Donc je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, on tombe sur vraiment un pan, presque je dirais un pan de l'histoire qui était manquant et qui une fois lu, bah, tout devient logique en fait. On se dit oui c'est vrai, c'est maintenant qu'il y a ça, et bien tout est logique et les soupçons qui pouvaient se porter sur telle personne bah, reviennent sur une autre. Donc c'est très très bien amené. Et sur ce site d'ailleurs, ça me fait penser, ils ont fait un petit quiz sur les rêves justement. Plus ou moins en rapport avec le livre, c'est plutôt pour savoir comment notre sommeil est perçu en fait. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on dort trop? Est-ce que pas assez? Est-ce qu'on est entrecoupé de semi-réveil? Est-ce qu'on fait des cauchemars? Et en fait, avec ce petit test, ils nous disent, eh ben voilà, votre sommeil, il est comme ci, comme ça. Et ça s'apparente après au livre en disant, ben voilà, le protagoniste, il est comme ci, comme ça. Telle maladie, ça veut dire ça. Si dans votre sommeil, vous rêvez de telle chose, eh bien l'explication, c'est que ça veut dire cela. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et point de vue connaissance et recherche sur les rêves, c'est pas mal du tout. Ça permet de s'imprégner un petit peu plus de l'univers du rêve et de Franck Thillier et de beaucoup mieux appréhender le livre, je trouve. Même si sans ce test, il s'appréhende également très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai trouvé l'idée très sympa. Et une fois de plus, ça met en avant tout le génie de Franck Thillier. Je crois que je fais que des louanges sur cet auteur, mais j'aime tellement son travail, c'est magnifique ce qu'il écrit. Quoi vous dire de plus si ce n'est que, bon, je pense que vous avez assez compris que je l'ai adoré, bien sûr. J'ai adoré notamment l'intrigue policière qui reste mélangée subtilement à du thriller et là un petit peu à de la psychologie, mine de rien. C'est très très bien amené. Il arrive parfaitement à perdre le lecteur entre rêve et réalité. Ça, j'ai trouvé ça excellent parce que justement, outre le fait qu'on est tout le temps dans... Enfin, personnellement en tout cas, je suis tout le temps en train de chercher qui peut être le tueur et pourquoi, en cherchant tous les petits indices disséminés à droite à gauche. Mais en plus là, en plus de chercher le tueur, je cherchais à savoir si j'étais en train de rêver avec Abigail ou si c'était la réalité et qu'elle poursuivait son enquête. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant et que ça changeait beaucoup surtout parce que
c'est pas facile. C'est un peu comme l'horreur en fait, c'est pas très facile d'arriver à perdre le lecteur ou à lui faire peur. Et là, Franck Tillier y arrive magistralement bien. Le petit bémol que je peux lui reprocher, parce que on va essayer de lui trouver quand même un point négatif, c'est que j'avais trouvé qui était le coupable avant la fin, quoi. Donc, presque à la moitié du livre, je savais qui c'était. Alors, je sais pas si c'est parce que justement les indices étaient à la fois bien dissimulés et mis en avant, ou si j'ai juste eu de la chance, je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré faire l'enquête avec Abigail, trouver tous les petites énigmes, les secrets qu'il y a dans ce livre. Non, franchement, je vous le recommande, il est vraiment top. Donc ça, c'était pour le livre que j'ai lu en janvier. Maintenant, on va passer vraiment aux lectures que j'ai fait au mois de mars. Alors la première, on va dire que c'est un semi-SP. Semi-SP parce qu'en fait, c'est un concours que j'ai participé sur le site Bipolar. Je crois que ça se dit comme ça. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Et en fait, sur ce site, ils proposaient un concours pour gagner le livre dont je vais vous parler. Et avec ce concours, en fait, la personne qui gagnait le livre devait en échange écrire une critique pour parler de ce fameux livre et de ce qu'il en avait pensé. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai donc remporté le concours et j'ai reçu le livre. Donc je remercie déjà énormément le site Bipolar pour avoir envoyé cet ouvrage. Et je vais vous parler donc de Orpheline de Franck Bouys, publié aux éditions J'ai lu. Alors, déjà, on va s'attarder 30 secondes sur cette magnifique couverture. Elle est vraiment... Elle vous met dans l'ambiance tout de suite, je trouve. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais toute la couverture est en soft touch, ce qui donne un petit plus, je trouve, au livre, mine de rien. Il a une préhension qui est vraiment pratique, parce que le soft touch accroche bien. Et ça rend l'ambiance, justement, de la couverture un peu plus opaque et un peu plus sordide, je dirais. Parce que le fait que ce soit pas en papier glacé, ça appesantit encore plus l'atmosphère. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, justement, et qui m'avait intriguée en premier lieu. Alors Franck Bouys, je ne le connaissais que de nom, notamment parce que je savais qu'il avait écrit Les Buveurs de vent, que je n'ai pas encore pu lire. Il est dans ma palle depuis 8000 ans, mais j'ai pas pu encore le lire. Mais au tout début, j'avais pas fait le rapprochement, je me suis dit, bon, je ne connais pas cet auteur, c'est un nouveau polar, j'ai bien envie de participer au concours et de voir ce que ça donne. Alors, pour le résumer, on est sûr. Une ambiance pesante et morose s'est installée sur la ville. Un criminel tapi dans l'ombre observe et s'amuse avec les 2 flics qui le poursuivent. La noirceur de son âme ne fait aucun doute depuis qu'un corps de femme massacré a été découvert. Crime après crime, Belloni et d'Alençon voient ce meurtrier leur glisser entre les doigts. Le capitaine Jacques Belloni, vieux flic de la criminelle, vient de perdre sa femme et sa fille dans un accident de voiture, tandis que Marie d'Alençon, sa jeune collègue, subit les tourments de relations amoureuses chaotiques. Mais ils doivent coûte que coûte arrêter ce meurtrier qui s'attaque à des femmes isolées. Voilà pourquoi ça m'avait également intriguée. Je me suis dit, on va être dans un bon petit policier, peut-être mélanger un peu de thriller parce que le criminel a l'air assez torturé. Je vais tester. En plus, n'ayant pas lu un autre roman de Franck Bouys, je partais vraiment d'une page vierge, donc je me suis dit, c'est impeccable. Le souci, c'est que malheureusement, je n'ai pas adhéré. Ça partait bien, il y avait de l'idée, justement parce que je ne connaissais pas l'auteur, donc c'est une nouvelle enquête, des nouveaux personnages, une nouvelle plume. Et malheureusement, c'est à cette plume que je n'ai pas adhéré, parce que j'ai trouvé le style d'écriture assez... le style est très incisif et ça fait même plutôt haché en fait. C'est-à-dire que l'auteur utilise des phrases très très courtes qu'il enchaîne les unes après les autres. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, voilà, c'est un avis personnel, mais je trouve que ce style d'écriture, justement, des phrases très très courtes, ça amène de l'urgence, ça amène un questionnement, ça amène une tension constante dans l'action. Et c'est ce genre de passage qu'on retrouve justement quand on est après le tueur, quand il y a une scène plutôt justement dans l'action, dans l'urgence de « Ah, le criminel, il est pas très loin, il faut qu'on puisse l'attraper » ou
oh là là, il est en train d'avoir sa prochaine victime, il faut vite qu'on aille l'en empêcher. Et normalement, c'est vraiment cantonné à ce style de situation, je trouve. Alors que là, en fait, tout le livre est écrit comme ça, c'est-à-dire tout le livre est un enchaînement de petites phrases courtes. Et je trouve que ça casse le style de la lecture, en fait. Ça casse le rythme, ça hache vraiment la compréhension du récit. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que à cause de cette hachure, eh bien, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le récit. Alors je ne sais pas si c'est uniquement dans ce livre-là qu'on retrouve son style d'écriture, mais honnêtement c'est assez spécial. Alors je m'y suis faite après coup, mais j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le récit à cause de ça, parce que justement ça me coupait dans mon élan. Cet enchaînement de phrases sans description, on est vraiment dans le haché, on va dire. Il y a quasiment zéro description, pas de phase, assez peu de phases narratives, des dialogues assez vite entrecoupés par d'autres phrases et énormément de métaphores, d'allégories et d'enjolivements en fait de la première phrase hachée. C'est un style qui est intéressant quelque part, parce que justement il part d'une phrase et il arrive à le décliner en plusieurs allégories tout en restant dans le récit et donc dans les allégories qui ont quand même un rapport direct avec l'enquête. Donc c'est un style assez intéressant, mais en fait ça coupe quand même un petit peu, pour moi je trouve, la continuité de la lecture. Alors c'était un petit peu dommage, c'est le premier truc qui m'a vraiment sauté, on va dire, aux yeux et qui m'a interpellée en mal. Le second, alors là c'est peut-être, on va dire, de ma faute, mais dès que j'ai vu dans le résumé qu'on suivait deux protagonistes, Belloni et d'Alençon, un vieux flic dont la femme et la fille ont péri dans un accident, et une femme qui a on va dire, des déboires amoureux et une histoire assez compliquée, et bien malheureusement j'ai directement fait le comparatif avec Charcot et Hennebel de Franck Tillier. Alors peut-être que j'avais lu Franck Tillier justement pas très longtemps avant et ça m'a, on va dire, empêché de pleinement apprécier cette lecture. Parce qu'il faut dire que passer après Franck Tillier, c'est assez compliqué en même temps d'arriver à l'égaler. Hein. Donc c'est peut-être pour ça. Mais après, en le lisant, on se rend compte que Charcot n'a rien à voir avec Belloni et que d'Alençon est radicalement différente d'Hennebel. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai réussi à m'en détacher après. Mais ça n'a pas suffi à me faire apprécier le récit. L'histoire est intéressante, le crime en soi est assez glauque, assez sordide, oui, c'est pas mal. Mais le problème, une fois de plus, c'est que c'est pas assez poussé. Le roman est tout petit, hein, il fait 215 pages. C'est court hein, pour un roman policier, je trouve, parce que déjà que le style il est haché et il donne envie d'aller vite, finalement on arrive très très vite au bout et on se trouve un petit peu désemparé parce que tout est allé trop vite, surtout dans les dernières pages. J'ai l'impression que tout a été expédié d'un coup, et j'avais un contrat pour 215 pages, ça va être compliqué de faire quelque chose de descriptif pour réussir à caser ça dans les pages qui me restent, donc j'expédie tout d'un coup. C'est un peu dommage, hein, c'est vraiment très très vite amené à la fin. Le criminel, je trouve que malheureusement, il n'est pas assez recherché. Il n'y a pas assez c'est pas assez poussé dans la recherche psychologique du tueur, en fait. Ça aurait mérité plus de pages, avec justement plus de recherche psychologique de pourquoi il est comme ça, pourquoi il s'amène à faire ça, pourquoi il tue de telle manière. La fin en soi, quand il y a la poursuite justement entre le criminel et la police, je suis restée vraiment sur ma fin. J'étais là, mais non, mais c'est un peu trop facile comme fin, justement, c'est pas très logique. Il manque des éléments qui feraient que la réaction du tueur serait logique.
Et c'est ce qui m'a manqué justement. Il manquait l'aspect justement du thriller psychologique derrière. On est resté plus dans le policier, on va dire un peu classique. Et ça manquait derrière de ce petit quelque chose qui fait que ce serait un bon livre. Il n'est pas mauvais en soi, mais pour moi, il n'est pas exceptionnel non plus. Alors, je suis très contente de l'avoir reçu, d'avoir pu le lire gratuitement grâce à ce concours, hein. Mais là, j'avoue que maintenant, avec sa plume, j'hésite à lire un autre roman de lui, par curiosité, pour voir si c'est vraiment le même style d'écriture. Mais si c'est le cas, je pense que ça va être assez compliqué pour moi parce que j'ai pas accroché à 100%. Il y a des très bonnes idées. Arrivé à la fin, je me suis dit, ça mériterait quand même un second tome. Ou le début des aventures de ces deux policiers, justement. Ce serait très intéressant, maintenant qu'on va dire qu'il a à peu près posé les bases, que ça aille plus loin. On aimerait bien une nouvelle enquête, on aimerait bien que les deux protagonistes principaux nous apportent plus d'informations. On aimerait bien en savoir un peu plus sur leur vie, avec ce qui s'est passé dans ce premier tome, sur la mort de la femme et de la fille de l'inspecteur, par rapport à l'histoire de sa collègue. On a envie d'en savoir plus, on aimerait bien revoir un autre tome avec ces deux personnages-là qui vont commencer peut-être à tisser des liens, réussir à passer outre leur passé justement et à réussir à aller de l'avant et à faire des enquêtes conjointement. Je serais curieuse de voir un autre tome malgré l'ambiguïté du fait que je n'ai pas spécialement adhéré à la plume. Donc il y a quand même du positif là-dedans. C'est peut-être un peu brouillon, mais je pense qu'il y a la matière à faire un autre tome ou peut-être même le début d'une saga. S'il y a un autre tome, eh bien je serais quand même curieuse de lire, la suite des aventures de d'Alençon et de Belloni. Parce que je serais quand même vraiment curieuse, je dirais, de voir s'il y a eu une évolution, tant dans le style d'écriture que dans l'aspect un petit peu que je trouvais bâclé et gâché de l'absence de psychologie, que dans l'avancée des personnages. À voir. Alors le prochain que j'ai lu et que je n'ai plus physiquement parlant, c'était un livre que ma mère m'a prêté et que j'ai terminé, que je lui ai rendu. Et c'était mon premier polar, je dirais pas mon premier polar nordique parce que j'ai lu quand même Ionesbo, mais mon premier polar nordique islandais plutôt, par un auteur qui est, je dirais maintenant, mondialement connu, mais j'avais pas encore passé le pas de lire un de ses premiers livres, de lire un de ses livres. C'est maintenant chose faite. Je parle bien sûr de Ragnar Jonasson, ou Jonasson, je ne sais pas si on prononce le J comme les Suédois. Et j'ai commencé par le livre qui s'intitule Vik. Et franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'il y a une énorme hype autour de cet auteur et notamment autour de tout ce qui est polar un petit peu nordique justement. J'ai l'impression que depuis un peu millénium en fait, il y a une grosse hype autour de ça. Alors honnêtement, moi j'ai adoré tout ce qui est... j'ai adoré Ionesbo. Et je me suis dit, bon quand même Ragnar, tout le monde en parle, j'aimerais bien lire un de ses livres. Mais je n'avais pas la Dame de Reykjavik sous la main. Donc je savais que ma mère avait quelques tomes de Ragnar. Je me suis dit, bon bah je vais lui en piquer un. Et j'ai commencé par Vik. Donc dans ce livre, on va suivre l'inspecteur Harry Thor qui a été appelé par un de ses confrères pour enquêter sur une mort un petit peu étrange sur une falaise en Islande. Un petit peu étrange parce qu'en fait c'est une jeune femme qui aurait sauté de la falaise et se serait donc suicidée dans la mer quelques mètres en bas. Pourquoi étrange? Parce qu'en fait la mère et la sœur de cette jeune femme ont connu exactement la même mort. Alors il commence à y avoir une enquête sur est-ce que c'est vraiment un suicide, parce que quand même 3 suicides dans la famille sur la même falaise avec les mêmes circonstances, c'est assez étrange. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un meurtre déguisé justement en suicide pour cacher ça? Et outre cet aspect un petit peu étrange justement de ces peut-être meurtres, peut-être suicides, on ne sait pas, et bien j'ai trouvé l'ambiance très sympa. C'est un petit peu lent, quelque part, c'est assez contemplatif parce que les descriptions de Ragnar Jonasson sont très belles. Je ne connais absolument pas l'Islande,
mais j'avais l'impression d'être vraiment imprégnée dans le lieu et dans l'ambiance qu'il arrivait à décrire. Je voyais parfaitement cette falaise, je pouvais même sentir les embruns sur mon visage pendant la tempête. C'est le froid aussi, parce qu'il a vraiment l'air de faire bien froid là-bas. Mais c'est justement, ça enveloppe, je trouve, ça enveloppe très bien le lecteur. On arrive à bien se représenter un pays avec une ambiance, une culture qui nous est totalement étrangère, en tout cas pour ma part. Et ça ne m'a absolument pas... et ça ne m'a pas choqué de me retrouver en Islande, avec des noms de villes certes imprononçables pour moi, mais j'étais bien imprégnée par le lieu, par l'ambiance, par cette atmosphère un petit peu étrange dans cette maison-là, sur une falaise, avec ce phare, et ces secrets un peu familiaux qui ressurgissent. C'était très très intéressant. J'ai plutôt bien aimé, même si je peux reprocher peut-être un petit peu justement ce manque d'un petit peu de punch. C'est plutôt contemplatif en fait pour un policier ou polar. Et ça manquait un petit peu de petits peps comme ça. Il y a 2-3 phases où oui, c'est un petit peu de l'urgence parce que ils ont peut-être trouvé le tueur, c'était peut-être finalement un suicide. Il y a un sentiment d'urgence de réussir à quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est pas le policier thriller que j'ai vraiment, on va dire, l'habitude de lire, qui est vraiment déjà dans beaucoup plus glauque que ça. Et dans cette ambiance un peu dark, un peu noire, qui finalement nous enveloppe dans une ambiance qui fait vraiment un page turner. En tout cas pour moi, c'est vraiment ce style d'ambiance qui fait que je vais avoir envie d'aller au bout du livre sans m'apercevoir que je tourne toutes les pages en fait. Il manquait ce petit truc. J'ai bien aimé. Je serais curieuse de pouvoir lire d'autres romans de Ragnar maintenant. D'ailleurs, ma mère, je lui ai encore piqué un bouquin, je lui ai piqué Siglo, pareil, de Ragnar Jonasson. Et franchement, s'il me plaît, je me lancerai bien dans justement la fameuse dame de Reykjavik dont tout le monde parle et dont le tome 3 est sorti assez récemment, je crois bien. Donc je serais curieuse de continuer à en apprendre un peu plus sur cet auteur et sur son univers, avec soit Harry Thor, que j'ai plutôt bien apprécié, soit avec l'inspectrice qu'on va retrouver dans la Dame de Reykjavik. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu de grogne en France notamment, parce que la parution des romans ne suit pas la chronologie que l'auteur a créée. Apparemment, Vic, que moi je viens de lire, il y en a qui râlaient, comme quoi, oh là là, l'enfant d'Harry Thor n'est toujours pas né, alors que dans celui qui est sorti juste avant, il était là. J'étais bon. Moi, ça m'a pas dérangé parce que Vic, c'est le premier que j'ai lu, donc pas de souci de ce côté-là, mais apparemment, oui, c'est pas. La date les sorties de France ne suivent pas la chronologie logique islandaise, apparemment. Je n'ai pas assez de connaissances ni de lecture de Ragnar pour pouvoir être impactée, on va dire, donc moi ça m'a pas dérangé, mais je comprends que certains qui soient fans et qui ont peut-être même lu en islandais ce que ça donnait soient un petit peu déstabilisés, ça je le comprends entièrement. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir l'univers justement de ce nouveau polar nordique que je ne connaissais pas, et je pense que l'une des prochaines vidéos parlera certainement de Siglo, parce que j'ai bien envie de le lire et de savoir qu'est-ce que ça va donner sur cette nouvelle enquête. Voilà, tout bêtement. Et on va terminer ce bilan en lecture de mars avec la dernière lecture que j'ai faite et qui était donc en version e-book. Je vous ferai un insert de la couverture à côté parce qu'en fait, moi, ma liseuse est en noir et blanc et la couverture est tellement jolie que je trouve que ça lui rendrait pas justice de vous la montrer en noir et blanc. Et ce dernier roman, on parle complètement à l'opposé de ce que je vous ai parlé jusqu'à présent. On est resté dans un petit peu le policier, le thriller, le polar. On part à l'opposé, on part dans de la romance un peu fantasy. Très étrange pour moi parce que c'est pas du tout mon style de lecture d'habitude. Je viens de vous présenter 3 thrillers, mais je l'ai adoré.
étonnamment parlant, je l'ai adoré alors que je déteste normalement la romance. C'est vraiment pas mon style de lecture. Et celui-ci m'a vraiment transportée. Et ce roman, il s'appelle A Deal with the Elf King de Elise Kova. Alors malheureusement, c'est un livre qui n'a pas été encore traduit en France. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti normalement en anglais. Donc j'espère qu'un jour il va être traduit pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture en anglais, que vous puissiez en profiter en français parce que franchement, je me suis régalée, j'ai été vraiment transportée dans cet univers un peu fantastique, un peu féerique, avec certes de la romance qui pourtant n'est pas mon style, mais j'ai été vraiment bercée et apaisée par le style d'écriture d'Elise Kova. Je ne connaissais absolument pas cette autrice et rien qu'avec ce livre, elle m'a convaincue, je suis déjà fan de ce qu'elle fait. Alors elle a beaucoup apparemment d'autres sagas en cours que je ne connais pas du tout. Et la version et le roman A Deal with the Elf King fait partie de... je vous ferai un insert ici parce que je me rappelle plus du nom, mais c'est Married to Magic, un truc comme ça, Married to Magic, oui ça doit être ça. Et en gros, c'est une série de petits romans comme ça en one shot qui se concentrent tous dans le même univers de la romance fantasy et qui vont concerner à chaque fois un couple en particulier. Là, A Deal with the Elf King, c'était en l'occurrence donc la romance entre une humaine et un elfe. Et je crois qu'il y en a un autre qui est entre une humaine et un fae ou un truc comme ça. Et franchement, celui-ci n'est pas sorti, mais j'ai bien envie maintenant de le lire une fois que j'ai terminé ce premier roman. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style d'écriture d'Elise Kova. C'est à la fois très rafraîchissant, c'est très frais. Il y a énormément de relations, on va dire, avec la nature. Donc c'est pour ça que je trouve ça très floral, très féerique à lire. Il y a beaucoup de références aux fantasy et à la fantasy et à la magie. Il y a cette ambiance un peu romantique qui est autour de toute l'histoire, qui nous porte en fait. On cherche à savoir si les protagonistes vont finir ensemble, même si on se doute bien de la fin. Et franchement, oui, je me suis surprise à aimer le lire, à adorer l'univers dans lequel j'étais et à me laisser porter. Donc je suis en train de me dire qu'en fait, je suis en train de vous dire tout ça, mais j'ai pas du tout fait de résumé du livre. Je suis donc une booktubeuse en carton, tout à fait. Alors comme il n'a pas été traduit, je vais vous faire une micro-traduction de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le livre. Alors en fait, déjà, il y a une petite phrase à l'arrière du livre qui pour moi met déjà un petit peu dans l'ambiance du livre et de ce qui nous attend. C'est les elfes ne viennent que pour deux choses, les femmes et la guerre. Dans les deux cas, ils apportent la mort. Rien que ça, je me suis dit, si, c'est intéressant, c'est pourquoi ils apportent la mort, qu'est-ce qui va se passer? Et on va donc suivre Luella, qui est une jeune herboriste guérisseuse qui vient de terminer sa formation et de s'installer en tant que guérisseuse dans sa petite ville en fait. Elle passe une vie à peu près normale avec un homme qui la courtise, avec ses passions dont elle adore s'occuper. Elle crée elle concocte des potions pour soulager les maux des habitants, pour embellir la vie des gens. Tout se passe bien pour elle jusqu'à la fameuse arrivée des elfes dans son village. Alors les elfes, ils viennent tous les 1000 ans dans cette ville car ils ont conclu une sorte de pacte avec les humains pour que leurs deux mondes puissent vivre en paix. Tous les 1000 ans, une femme naît avec un soupçon de pouvoir magique et cette femme est forcément choisie par le roi des elfes pour devenir la reine humaine et sceller, on va dire, ce pacte qu'il y a entre les deux peuples pour que les deux puissent réussir à survivre. Car sans la reine, les elfes dépérissent, et sans les elfes, les humains dépérissent en fait. Donc c'est vraiment une alliance de sang entre les deux clans pour que l'harmonie continue à persister entre les deux peuples en fait. Sauf que ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas eu de reine humaine et que le peuple est en train de dépérir, les humains sont en train de mourir pour des simples rhumes, et les elfes sont en train de dépérir de leur côté aussi. Et il leur faut donc cette fameuse reine humaine pour rétablir l'équilibre.
Et cette fameuse reine humaine, c'est Luella. Luella qui va être emmenée donc dans le royaume des elfes pour essayer de restaurer cet équilibre entre les deux mondes et d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs qu'elle ne connaît absolument pas. Alors c'était peut-être un peu un speech un petit peu classique, on va dire, une jeune femme qui ne sait pas qu'elle a des pouvoirs, qui est emmenée par le grand roi des elfes, qui est beau, majestueux, tout ce qu'on veut. C'est un peu cliché, certes, c'est pour ça que j'aime pas trop la romance, et pour moi c'est du cliché. Mais là en fait, je me suis vraiment laissée porter par la plume, qui est belle, qui est douce, elle est apaisante, elle nous enveloppe dans la magie du lieu, et elle nous fait avoir de l'empathie pour ces deux peuples qui sont en train de mourir, pour cette jeune femme qui est arrachée à sa famille et à son peuple, qui n'a pas du tout envie d'aller aider les elfes, elle veut rester dans son village pour aider son peuple, et pour ce peuple d'elfes justement, qui dépérit, qui demande à avoir une aide de ces humains, alors que pour eux, ils sont une race supérieure, et qu'ils ne devraient pas avoir besoin de l'aide d'êtres inférieurs que sont les humains. Et j'ai trouvé ça incroyablement beau. Elle a une poésie en fait dans l'écriture qui fait que on se laisse vraiment bercer par l'histoire. Il y a quelques petites péripéties justement qui viennent un petit peu pimenter l'histoire. Rien de bien méchant pour moi qui aime bien tout ce qui est aventure. Mais c'est juste, ces petits trucs font que ça suffit en fait. Mais ces toutes petites actions, ces petites péripéties qui arrivent par-ci par-là, suffisent à ramener un petit peu de piment à l'histoire et à donner un peu le rythme qui peut parfois faire défaut au style de la romance. Et j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, comme je vous disais, la couverture est sublime. Franchement, je suis tombée en admiration devant, je la trouve tellement magnifique que d'ailleurs c'est à cause d'elle que j'ai craqué. Je me suis dit, bon, j'aime pas la romance, mais ce livre est tellement beau, il faut que je lise pourquoi il faut que je le lise. Alors sur la couverture, vous voyez donc Luella, donc la reine humaine, et Eldas, le roi des elfes. Et honnêtement, quand j'ai vu la couverture, Eldas, il m'a directement fait penser à Thranduil dans Le Hobbit. À part le Thranduil est blond et lui il est brun, mais regardez, c'est exactement la même tête, la couronne, les longs cheveux, le visage anguleux, le nez aquilin, la peau pâle. C'est lui. Franchement, c'est lui, elle s'en est inspirée, c'est pas possible. C'est exactement le même caractère froid, détaché, supérieur en tout point à son propre peuple et encore plus aux humains qui, pour lui, c'est vraiment de la pacotille. Il dirige son royaume d'humains de fer en écoutant son peuple, mais quand même d'une oreille distraite parce qu'il faudrait pas trop se mélanger tout de même. Non, franchement, c'est la copie conforme. Déjà, rien que ça, j'ai adoré. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est 30 d'huile. Bref, passer cette ressemblance avec le roi des elfes Sylvestre, j'ai trouvé qu'après, la description du roi de Eldas et de Luella, c'était en fait deux antagonistes. Luella, elle est fraîche, elle est joyeuse, elle est vive, elle aime la vie, elle aime s'occuper de son peuple, créer des potions pour qu'ils aillent mieux, elle adore la nature, elle est pleine de joie de vivre. Et à contrario, lui, il est froid, il est distant, il est très renfermé, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas, il n'est pas démonstratif. Vraiment, c'est l'été et l'hiver, c'est les deux antagonistes. Et en revoyant la couverture et en associant justement tous ces petits détails qu'Eliskova nous offre, je me suis dit, mais mince, on dirait presque une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en fait. Lui, le roi des elfes, pour Hadès, dans son royaume froid, distant, dans la mort justement, associé à l'hiver, et Luella pour Perséphone, l'incarnation du printemps, de la jeunesse, de la joie et de la beauté. Je me suis dit, mince, on dirait vraiment la réécriture du mythe grec. Et en faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte que oui, apparemment, c'était une inspiration du mythe d'Hadès et Perséphone. Mais
comme quoi sans avoir lu, comme quoi Eliskova s'en était inspirée, rien que par son écriture, et un peu par la couverture, oui, on est d'accord, et bien on arrive, quand on connaît le mythe certes, mais on arrive à retrouver des similitudes sans avoir été au courant qu'elle s'en était inspirée en fait. Donc c'est quand même une sacrée prouesse d'écriture, je trouve, d'arriver à nous rappeler un autre mythe sans savoir qu'elle en parle. Et franchement, c'était un joli tour de force, je trouvais que c'était très beau. Et que donc j'ai vraiment adoré ce livre. Je me surprends moi-même à avoir adoré de la romance et à vouloir lire plus de ses œuvres en fait. J'attends avec hâte que le second roman de Married to Magic sorte parce que franchement, s'il est à la hauteur du premier, je pense que c'est une saga que je vais adorer. Et j'ai tellement d'ailleurs adoré la version e-book que je pense que je vais craquer pour la version papier parce que la couverture est belle déjà, une fois de plus, et parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman et je pense que j'adorerais le relire. Le seul petit bémol qui fait que je ne l'ai pas encore acheté, c'est qu'il est hors de prix. Il est à 30 €. Ça pique pour un livre qui fait... Il fait quoi, 200 pages à peu près? 30 € pour 200 pages, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas acheté. Déjà parce que je l'ai lu. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas acheter tout de suite un livre qui fait 30 € si je l'ai déjà lu. Et parce que je trouve le prix immensément abusé. Alors certes, la couverture est en hardback, il y a une dust jacket qui est magnifique, mais aïe, 30 €, ça pique un peu. Hein. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Mais j'aimerais bien que quand même il vienne rejoindre ma bibliothèque pour que je puisse une fois de plus profiter de sa couverture et de pouvoir le relire. Et s'il est traduit un jour en français, ben, j'aimerais beaucoup le lire pour pouvoir voir si on retrouve cette poésie, cette légèreté et cette fantaisie qu'il y a dans la version anglaise en fait. Ou sinon, coucou, j'aimerais beaucoup le traduire. Je pense que je m'amuserais énormément à le traduire parce qu'il y a... Dans ma tête, j'avais plein de formulations féeriques qui passaient. Je me disais, oh, cette phrase, elle est tellement belle en anglais, il faudrait qu'on la traduise comme ça rendrait tellement bien. Donc, bonjour, s'il y a un éditeur qui passe par là et qui voudrait traduire A Deal with the F-King en français, je veux bien, je me porte volontaire, j'adorerais le faire, franchement, ce serait vraiment le top. Et sinon, traduisez-le, dans tous les cas, traduisez-le parce que franchement, je suis sûre qu'il sera top franchement en français. La dernière petite précision que je peux vous apporter sur ce livre, c'est que c'est un Enemies to Lovers. Je crois qu'on dit ça dans le milieu de la romance. Mais voilà, j'ai donc beaucoup apprécié. Et j'ai hâte de pouvoir lire autre chose de la même autrice parce que cet univers m'a vraiment beaucoup enchantée. Et voilà, je viens d'arriver donc à la fin de cette vidéo parce que je n'ai plus de livres à vous présenter pour ce mois-ci. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des nouveautés à lire que vous ne connaissiez pas. Donc ça va peut-être venir enrichir votre wishlist ou votre pile. Et sinon, je vais vous laisser ici. Vous souhaiter d'excellentes lectures. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles lectures et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!